Bonjour à toutes et à tous. Je viens de finir l'enregistrement du podcast Finance et Biodiversité. J'ai passé un super moment en compagnie de Jean-Benoît. J'espère que ça vous plaira également. En particulier, on a discuté de l'intégration de l'extra-financier dans la notation financière au sein d'Etifinance, l'agence de la double matérialité. Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé et j'ai comme mission de développer une finance au service de la nature et de l'homme. La nature produit des éléments et des services essentiels aux êtres humains. Notre survie en dépend. Pourtant, l'activité humaine menace la biodiversité. Nous avons besoin d'une action mondiale pour infléchir la courbe de la destruction de la nature, protéger notre capital naturel et assurer l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu que le secteur financier peut avoir un impact positif pour aider à protéger, préserver, conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élie Herriard-Dubreuil, le directeur de l'agence de notation ESG Etifinance. Dans ce podcast, nous échangeons sur le rôle des notations extra-financières. Élie nous explique tout sur les dessous et les méthodologies afin de noter le mieux possible extra-financièrement une entreprise. Nous parlons de la double matérialité, chère à Etifinance, et nous abordons aussi le scandale Orpea. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute. Bonjour Élie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Jean-Benoît, merci de me recevoir. Je Élie Herriard-Dubreuil, le président d'Etifinance. Etifinance, c'est l'agence européenne de la double matérialité. On reviendra, j'imagine, sur ce concept un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'on est à la fois une agence de notation financière, mais également une agence extra-financière. Et on a aussi des activités de recherche et de conseil. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ton parcours, comment tu es arrivé président de Etifinance ? Alors, moi j'ai une carrière plutôt dans la finance, dans les risques en général. J'ai commencé au départ chez Merrill Lynch et puis ensuite chez l'agence de notation Fitch, dans laquelle à l'époque je m'occupais de modélisation. Je suis plutôt un quant attiré dans la finance par le côté mathématique au départ. Et donc, j'ai fait des modèles pendant quelques années. Donc, d'abord chez Fitch et puis ensuite en banque d'investissement. Et après cela, j'ai rejoint Standard & Poor's, une autre agence de notation, dans laquelle j'ai travaillé d'abord à Paris, puis à New York, puis à Londres. Et puis, dans le début des années 2010, j'ai travaillé avec les institutions internationales, les banques de développement en particulier, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, etc. Et ces institutions-là m'ont fait découvrir la finance durable, la finance verte, que je ne connaissais que très peu avant. Ces institutions-là étaient pionnières, les premières à émettre des obligations vertes, les premières à s'intéresser à l'intégration d'objectifs de développement durable tout autant que leurs objectifs de risque ou de retour financier dans leurs investissements. Et c'est un domaine qui a commencé à me passionner à ce moment-là. Et en particulier, j'ai réalisé que ce domaine-là nécessitait beaucoup d'innovation, nécessitait de pouvoir mettre en place des nouvelles métriques, des données, des nouveaux concepts qui n'étaient pas encore bien définis. Et j'ai voulu m'y consacrer plus de temps. Et c'est pour ça qu'en 2018, j'ai quitté Standard & Poor's pour rejoindre une start-up, agence de notation innovante, qui s'appelle Beyond Ratings, qui voulait révolutionner la notation des États, des gouvernements, en y intégrant les aspects de durabilité de long terme, donc environnementaux, sociétaux ou de gouvernance, avec un prisme assez fort sur la transition énergétique, sur les ressources naturelles, pour les intégrer dans des notations financières. On avait obtenu une licence d'agence de notation, licence qu'a également Etifinance aujourd'hui. Et puis la société, à l'été 2019, a été revendue à la Bourse de Londres. Et eux ont décidé d'arrêter ce projet d'agence de notation. Ce n'était pas leur métier et ils voulaient utiliser
les outils, les méthodes que nous avions développées dans les indices. C'est surtout un métier d'indice à travers leur filiale FTSE. En revanche, la notation n'était pas leur métier et ils ont décidé d'arrêter ce métier-là. Or, moi, je croyais beaucoup à la notation comme vecteur de transition, d'accélération de la transition, comme la prise en compte des paramètres extra-financiers dans l'analyse financière, comme une manière de réinventer un petit peu l'analyse, la notation et la recherche financière. Et donc, j'ai quitté l'entreprise à ce moment-là et je me suis rapproché petit à petit de la seule agence française qui était également accrédité pour faire des notations, qui à l'époque s'appelait Kivalio et qui est maintenant Etifinance. Et alors, qu'est-ce que vous faites exactement chez Etifinance aujourd'hui ? Qui sont vos clients et qu'est-ce que vous vendez comme produit finalement ? Alors, on fait beaucoup de choses chez Etifinance. Je vais essayer d'être assez succinct. On fait des activités de notation. Alors là, c'est donc comme les grandes agences de notation, on peut vendre cela aux émetteurs. Une notation qui va aider l'émetteur ensuite à pouvoir lever de la dette sur les marchés, que ce soit sur des placements privés ou des obligations publiques. On fait également de la recherche crédit, donc là ce sont des recommandations d'achat ou de vente d'obligations. On est spécialisé sur le segment des obligations à haut rendement sur toute l'Europe. On fait ça sous la marque Spread Research, qui était la marque historique d'ailleurs de notre groupe sur cette activité-là, qu'on a donc conservé pour cette activité. Et puis on fait également et c'est la plus grosse partie de nos activités sur de l'extra-financier. Donc on fait de la recherche, de la notation extra-financière. C'est l'agence de notation Gaïa. Etifinance, enfin le produit le plus connu c'est Gaïa parce que c'est sur les entreprises cotées. Donc là on évalue aujourd'hui pratiquement la totalité des entreprises cotées entre 150 millions de capitalisation et 10 milliards. C'est-à-dire c'est la totalité des petites et moyennes capitalisations européennes sur lesquelles on va collecter des données auprès des entreprises qu'on va qualifier. On rentre dans un dialogue avec les entreprises pour s'assurer d'avoir des données de qualité. Et puis, on va ensuite avoir une grille d'analyse de ces données, de scoring sur les dimensions environnementales, sociales et sociétales. On différencie les deux dimensions dans notre analyse et de gouvernance. À côté de cela, on fait également de l'analyse sur le non-coté. Que ce soit de la dette immobilière, que ce soit des prêts à impact, que ce soit des entreprises non cotées. Et puis, on fait du conseil sur plusieurs dimensions, de l'ESG, du conseil en investissement socialement responsable, du conseil en RSE, de l'accompagnement d'entreprises autour de leurs introductions en bourse ou de leur placement durables, comme des obligations vertes ou des obligations liées à des objectifs de durabilité, mais aussi du conseil en modélisation des risques. Et là, on s'est rapproché l'année dernière d'un cabinet spécialisé dans la modélisation des risques qui nous aide d'ailleurs à construire un certain nombre de modèles. On est en ce moment en train de construire des nouveaux modèles sur la biodiversité, par exemple, pour répondre aux besoins croissants du marché de nos clients là-dessus. Alors, nos clients, donc, j'avais dit les émetteurs dans le cadre de la notation, mais la plupart de nos clients sont en fait des investisseurs, sont plutôt des sociétés de gestion à qui nous vendons donc soit des missions de conseil, soit de la recherche, des abonnements à nos données, à nos analyses, à nos reportings qu'elles peuvent ensuite utiliser pour leur propre analyse de risque ou de manière à faire du reporting pour les institutionnels dont elles sont les clients. Donc vous faites beaucoup de notation ESG, donc notation extra-financière.
Aujourd'hui, une notation financière, souvent, c'est un risque de crédit et c'est un risque de défaut. Au-delà d'une certaine date, on a X% de taux de défaut possible. Comment tu lis notation ESG et, je sais pas, risque pour la société ou risque de défaut ou autre risque? Alors, ça fait partie des grands sujets, bien évidemment, de l'ESG aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on cherche vraiment à prédire. On cherche à prédire une exposition aux différentes dimensions de l'ESG, l'environnement, le sociétal, la gouvernance. Notre score Gaïa, donc notre principale notation des entreprises cotées, elle cherche à refléter avant tout une maturité RSE de l'entreprise. C'est une notation sur 100 ? C'est tout à fait, c'est une notation sur 100. Donc les meilleures entreprises obtiennent une note à peine au-dessus de 90 dans notre indice et puis bien évidemment la note descend ensuite. On a une distribution de toutes les entreprises, donc ça permet ainsi de comparer dans une approche best in universe les entreprises entre elles, que ce soit au sein d'un secteur avec des pairs identifiés ou dans l'ensemble, puisque sur les 2300 à peu près entreprises que nous couvrons, on peut avoir un seul score qui va résumer la performance ESG de l'entreprise. Et c'est quoi justement alors la maturité RSE d'une entreprise, ce que vous essayez d'évaluer? Eh bien, ça va être à la fois le degré avec lequel l'entreprise va être capable de publier, de rendre compte, d'être transparente sur les développements de l'ESG, mais aussi sa performance vis-à-vis de critères absolus, environnementaux, de performance énergétique, de capacité à s'aligner à des objectifs de réduction d'émissions carbone, au Science-Based Target et d'autres indicateurs. Donc, on rentre dans le détail, je dirais, de chacun des indicateurs. C'est une manière de comparer une entreprise à une autre, c'est une manière de se dire, et c'est souvent les entreprises qui ont les mieux notés chez nous sont souvent des entreprises qui ont entamé une démarche RSE depuis de nombreuses années, voire de nombreuses décennies, souvent avant même que les acronymes ESG ou RSE n'existent, ou en tout cas ne soient aussi formalisés qu'ils ne le sont aujourd'hui, et donc ont pu développer très en profondeur dans leur culture, dans leur manière d'opérer, également vivre vraiment ces aspects-là. Ce n'est pas qu'une question de reporting, mais c'est une question de prendre en compte tous ces aspects de la RSE dans tout ce que les entreprises font. Et donc du coup, dans ta notation, corrige-moi si je me trompe, mais grosso modo, vous prenez, je sais pas, des dizaines ou une centaine d'indicateurs. Ensuite, pour chaque indicateur, je sais pas, est-ce que tu tries tes poubelles? Oui, je trie la moitié ou pas du tout. Vous mettez une note et ensuite vous faites une moyenne pondérée. Et donc là, ça vous permet d'avoir une note globale sur la société. C'est ça, vous allez regarder chaque indicateur sur l'environnement, sur le social, sur le sociétal et la gouvernance. Absolument, c'est le principe de notre approche. Donc on va collecter, donc un certain nombre d'indicateurs peuvent être publics. À ce moment-là, on va les collecter à partir des sources publiques. Pour les entreprises françaises, ça peut être les rapports DPEF que publient les entreprises, ou au sein du rapport annuel, on a aussi un certain nombre d'informations, ou à partir des sites internet des entreprises ou d'autres informations publiques. On va ensuite les compléter à travers un dialogue avec les entreprises pour enrichir ces données, pour valider également notre compréhension de ce qu'on a pu collecter publiquement auprès de l'entreprise. Donc ça, c'est une phase de dialogue avec les entreprises pour enrichir cela. Donc en termes de nombre de points de données, je ne sais pas si c'est forcément l'indicateur le plus pertinent, mais on a
dans notre référentiel plus d'une centaine d'indicateurs qu'on va étudier pour toutes les entreprises et ensuite, en effet, diviser dans chaque section, on va pouvoir établir des scores et des sous-scores sur chacune des dimensions environnementales, chacune des dimensions sociales ou sociétales, c'est-à-dire aussi partie prenante externe de l'entreprise, ainsi que la gouvernance. Et donc j'essaie d'expliquer un petit peu la note avec la question que je vais te poser, mais par exemple, c'est possible qu'une société soit notée 99 sur 100 parce qu'elle fait tout très très bien, sauf l'eau par exemple, où elle pollue énormément une rivière, mais finalement la notation, comme c'est un critère sur les 100, vous allez quand même mettre 99 sur 100. Est-ce que c'est une limite de la notation ou quelles sont les limites de la notation selon toi ? Alors, certains critères peuvent être plus importants que d'autres, hein, donc c'est pas une note équipondérée. Certains critères vont être plus importants que d'autres, et si on prenait la pollution de l'eau ou la pollution liée aux émissions de gaz à effet de serre, vont être des indicateurs significatifs, importants du point de vue environnemental. Mais ensuite, c'est vrai qu'il est possible que puisqu'on cherche à avoir une note globale, que certaines faiblesses soient compensées par d'autres forces pour l'entreprise. Ensuite, on peut compléter cette analyse basée sur les données par également une analyse de controverse dans laquelle on va aller étudier le risque de controverse, c'est-à-dire de scandale, de risques réputationnels pour l'entreprise en fonction de ses pratiques. Selon le domaine dans lequel l'entreprise peut évoluer ou selon la manière dont l'entreprise conduit ses affaires, elle peut s'exposer de manière plus ou moins grave à des risques de controverse. Et donc là, on a une analyse qui est à la fois une analyse quantitative de ce risque de controverse, mais aussi qualitative, une opinion de nos analyses sur ce risque-là. Alors là, c'est parfait, tu me tends une énorme perche en me parlant de controverse. C'est rien que je te présente le cas Orpea. Donc Orpea était une des sociétés, donc c'est une société de maison de retraite qui était très bien notée par toutes les agences de notation. Et donc là, il y a eu un scandale, on va dire sociétal peut-être, ou social, je ne sais pas exactement où ça va dans le cursus. Comment les agences de notation peuvent faire mieux, entre guillemets, la prochaine fois ? Alors, il est à la fois social et sociétal, et puis peut-être également de gouvernance dans la manière dont l'entreprise était gérée, à la fois sociale parce que c'est un impact sur la manière dont l'entreprise traite et traitait ses employés, mais aussi sociétal sur l'impact qu'elle a sur ses parties prenantes, ses patients, ses clients en particulier. Alors, nous, sur Orpea, on avait identifié à travers les controverses un risque de controverse grave. On avait dégradé Orpea d'ailleurs au mois d'octobre dernier. La note, on est sur une échelle de 1 à 5. 1 étant le moins risqué, 5 étant le plus risqué. On avait dégradé Orpea de 3 à 4 en octobre dernier. Alors, bien évidemment, au-delà de cela, il faut qu'on tire quand même les leçons de ce cas. Moi, j'y vois l'opportunité d'un approfondissement de l'analyse ESG. Approfondissement qui peut se faire sous plusieurs axes. Alors, l'axe des controverses, on en a déjà parlé, c'est un premier axe. Un second axe, c'est probablement d'aller plus en profondeur dans l'analyse sectorielle, dans le cadre d'une activité spécifique de soins de maisons de retraite. Il y a des paramètres qui sont spécifiques et probablement pertinents, comme le nombre de personnels soignants par rapport au nombre de patients, le nombre, la qualité des soins qui peuvent être apportés, qui peuvent être des paramètres semi-qualitatifs aussi, ce ne sont pas que quantitatifs, qui peuvent permettre d'aller plus loin dans notre analyse. Aujourd'hui, ce n'étaient pas des paramètres que nous avions spécifiquement, parce qu'on avait des secteurs qui sont très larges, donc on souhaite aller plus loin en pouvant poser ce type de questions spécifiques
qui vont nous permettre d'affiner notre analyse et d'avoir peut-être des indicateurs qui sont plus pertinents. C'est général, il faut se reposer la question dans tous les secteurs. Et puis, le dernier axe d'amélioration, je dirais, c'est d'avoir une analyse qualitative et prospective, c'est-à-dire d'être capable, au-delà des données, de se poser des questions. C'est-à-dire que quand Orpea était une société qui avait une performance financière extrêmement bonne, un niveau de rentabilité qui était très supérieur à celle de beaucoup d'autres maisons de retraite, peut-être se poser la question de la soutenabilité, de comment est-ce que cette performance était extraite, à quel coût social celle-ci était, l'entreprise pouvait arriver à cette performance-là, et donc d'avoir un petit peu plus une opinion prospective qui permet de juger de la qualité de l'entreprise. Et ça va demander d'avoir plus d'analystes, plus de ressources pour développer, et c'est ce qu'on a l'intention de faire chez Etifinance. Oui, parce que finalement, vous analysez plusieurs milliers de sociétés, c'est ça, avec votre... Absolument, 2300 aujourd'hui, sociétés cotées, puis on a également aussi plusieurs centaines de sociétés non cotées. Donc après, on peut se demander comment faire humainement, entre guillemets, à part avoir des espèces d'armées d'analystes, pour analyser 2300 sociétés. Alors, bien évidemment, le point de départ et le besoin de nos clients, sociétés de gestion, est d'avoir une couverture systématique de leur portefeuille. Donc, il faut y répondre par une analyse qui est nécessairement assez quantitative, mais aussi se laisser la liberté de pouvoir creuser des cas. Les controverses étant une des manières de pouvoir creuser les cas, mais aussi qualitativement, par secteur, d'avoir des opinions. Et petit à petit, je suis persuadé que l'analyse ESG va évoluer, comme l'analyse crédit a évolué, vers plus d'analyse qualitative, vers plus de dialogue avec les entreprises, que nous faisons déjà aujourd'hui, mais beaucoup dans une question de s'assurer de la qualité de nos données. Et demain, ça sera beaucoup plus pour échanger sur les enjeux, les grands enjeux de l'entreprise vis-à-vis des différents aspects ESG. Alors, en introduction, tu as présenté Etifinance comme l'agence de la double matérialité. Pour moi, la double matérialité, par exemple, si on prend la double matérialité de la biodiversité, ça va être l'impact d'une société sur la biodiversité, et ensuite, ça va être l'impact de la biodiversité sur la société. Déjà, est-ce que c'est bien ça dont on parle, et pourquoi tu appelles ta société l'agence de la double matérialité ? Alors tout à fait, hein, c'est l'impact, je dirais la première matérialité, je présente dans le sens inverse du tien, mais c'est tout à fait cela. C'est-à-dire, ça va être à quel point l'environnement, la société et les différents aspects extra-financiers vont pouvoir impacter l'entreprise. Et dans cela, il y a une dimension très importante qui est la dimension de matérialité financière. Il y a différents types d'impacts sur l'entreprise, et en particulier, il y a les impacts de matérialité financière, c'est-à-dire à quel point est-ce que les risques environnementaux, sociétaux ou de gouvernance peuvent impacter la santé financière de l'entreprise. Et donc, ce premier aspect de la double matérialité doit être intégré de plus en plus dans la manière dont nous réalisons l'analyse financière. C'est-à-dire que sous nos produits de notation financière ou de recherche crédit, il nous faut intégrer en profondeur les impacts environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et là-dessus, je pense qu'on peut être innovant, on peut aller plus loin. On est en train de développer des nouvelles méthodologies qui nous permettront d'aller plus loin dans l'intégration de ces risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance sur les entreprises. Donc ça, c'était le premier aspect de la première forme de matérialité qui va se traduire par une matérialité financière en particulier, et donc être capable de répondre à ce premier besoin sans oublier le second, c'est-à-dire l'impact de l'entreprise sur son environnement, sur ses parties prenantes. Et donc là, c'est bien l'analyse
Également, eh bien, ça peut être d'alignement de l'entreprise à des objectifs de développement durable, l'impact de l'entreprise sur la biodiversité, et toute autre dimension qu'on pourrait regrouper dans une approche très générale d'impact, donc de matérialité d'impact. Et c'est bien parce que nous souhaitons avoir une vision à 360 degrés de l'entreprise et pouvoir répondre aux besoins du marché, aux besoins de nos clients, aux besoins des investisseurs sur la totalité de ces aspects, et donc bien la double matérialité que l'on a décidé de se caractériser comme l'agence de la double matérialité. Alors je me fais l'avocat du diable, mais la première matérialité, tu l'as bien expliqué, c'est l'environnement qui a un impact sur ton entreprise et un impact financier. L'autre matérialité, c'est l'entreprise qui a un impact sur l'environnement, sur le social, etc., sur ses contreparties. Mais là, on n'a plus d'impact financier finalement. Est-ce que la société l'entreprise, est-ce qu'elle ne se fout pas un petit peu ou c'est un petit peu moins important pour elle à partir du moment où il n'y a pas d'impact financier? Alors, je crois que c'est de moins en moins le cas. Je pense que les entreprises prennent de plus en plus conscience de leurs responsabilités sociétales. De plus en plus d'entreprises adoptent des raisons d'être, adoptent donc des objectifs non financiers. La raison d'être, c'est qui a été introduite en France avec la loi Pacte, permet aux entreprises de se doter donc d'objectifs non financiers, extra-financiers, qu'elle va ensuite mener de manière stratégique, conjointement également à son développement économique et à ses objectifs financiers. Donc je crois que de plus en plus, les entreprises, c'est une généralité bien évidemment, tout le monde n'a pas la même maturité, si je reprends la maturité RSE, tout le monde n'aura pas la meilleure note de maturité RSE là-dessus, mais il y a quand même une prise de conscience importante de la société, des entreprises elles-mêmes, des salariés dans les entreprises qui cherchent aussi plus de sens dans ce en quoi l'entreprise va contribuer à son environnement, à ses parties prenantes, au territoire, à la biodiversité, à tous ces aspects-là également, et que tout ne peut pas être comptabilisé de manière financière, mais qu'il y a de nombreux impacts qui ne sont pas directement financiers, qui n'en restent pas néanmoins importants. Donc aujourd'hui, il y a une vague de réglementation financière et d'ailleurs non financière pour les corporates. Donc il y a CSRD, il y a la SFDR, il y a la taxonomie, il y a une mise à jour de MIF 2 pour les conseillers financiers, pour qu'ils prennent eux aussi la durabilité dans leurs conseils. Et c'est un petit peu une question ouverte. Comment toi tu vois cette vague de réglementation qui s'abat entre guillemets sur le marché? Est-ce que c'est une magnifique opportunité pour vous? Est-ce que ça rajoute beaucoup de complexité? Comment tu vois ça? Pour nous, c'est bien évidemment une manière d'accompagner beaucoup nos clients dans l'évolution de ces réglementations, que ce soit par le conseil ou avec nos produits auxquels ils vont pouvoir répondre à de nouvelles exigences de reporting dans l'article 29 par exemple. Et donc, c'est vrai que ça arrive à une vitesse très rapide, mais je pense que les enjeux de transition, de changement climatique font que l'urgence est là. Et que donc on n'a pas le choix. Il faut avancer rapidement. Certes, ça fait beaucoup à faire pour les entreprises, beaucoup à faire pour nos clients. On essaye de les accompagner au mieux, mais l'Europe, je crois, dans ce domaine est pionnière. Elle l'a été depuis assez longtemps, mais l'ensemble du corpus réglementaire qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Europe est réellement novateur et donne, je l'espère, à l'Europe une vraie dimension pionnière dans ces domaines-là qui sont essentiels face aux enjeux que nous vivons. Quels sont les principaux problèmes de vos clients aujourd'hui par rapport à toutes ces réglementations?
Alors, dans nos clients, nous avons un petit peu tous les types de maturité. Certains clients sont extrêmement engagés, extrêmement sophistiqués sur l'approche des risques ESG et l'approche d'impact. Et donc, ils vont chercher vraiment des choses très spécifiques, très pointues. Des données et des outils chez nous qu'ils ne trouveront pas ailleurs, en particulier par notre expertise du marché des entreprises de taille intermédiaire, par exemple. Et puis, pour d'autres clients, ils sont peut-être un petit peu moins avancés dans ces domaines-là. Et nous pouvons les aider à définir des référentiels qui correspondent à leurs valeurs, qui correspondent à leurs orientations, aux risques spécifiques auxquels ils font face, et pouvoir ainsi les aider à faire face, d'une part, à ces nouvelles réglementations, mais à utiliser aussi cette contrainte en opportunité pour pouvoir améliorer leur gestion, améliorer les services qu'eux-mêmes vont pouvoir rendre à leurs clients. Vous-même, en tant qu'agence de notation, vous êtes régulé. Est-ce que le régulateur, du coup, a aussi des nouvelles règles pour vous, pour la notation extra-financière, ou est-ce que, pour l'instant, la notation extra-financière n'est pas réglementée ? Alors, absolument, aujourd'hui, la notation financière n'est pas réglementée. C'est quelque chose qui va probablement arriver dans un horizon, je dirais, d'ici 2 à 3 ans. La notation extra-financière, hein. Pour la notation extra-financière, absolument. Maintenant, sur le côté de la notation financière, là, en effet, nous sommes régulés, nous sommes supervisés par l'Autorité européenne des marchés financiers. C'est une réglementation qui est au niveau européen, une directive européenne. Et dans cette réglementation, le superviseur s'intéresse à la manière dont nous intégrons les dimensions extra-financières dans notre analyse financière, mais purement d'un point de vue de matérialité financière, ce qui est logique, hein, le produit étant une notation financière qui s'intéresse avant tout à la solvabilité de l'entreprise, et donc il s'intéresse à cette intégration qui est un effort entamé depuis quelques années par l'ensemble des agences de notation, mais nous on pense qu'on peut aller encore plus loin et que justement en étant réellement l'agence de la double matérialité et en étant également une vraie agence extra-financière, on a des atouts pour pouvoir aller encore plus loin dans l'intégration de l'extra-financier dans l'analyse financière pour mieux capturer cette matérialité financière qui est croissante, en partie par les enjeux climatiques, les enjeux de transition qui font que le risque physique est de plus en plus important aujourd'hui, par exemple, pour les entreprises, mais aussi par des enjeux de changement de comportement de marché, de prise de conscience, qui font que les impacts réputationnels, les impacts... on prenait le cas tout à l'heure d'Orpea, on a vu l'impact lorsque le scandale a éclaté sur le cours de bourse d'Orpea. C'est un exemple de matérialité financière très importante. Est-ce que tu ne penses pas qu'à moyen terme, la notation extra-financière va disparaître et finalement elle va se faire complètement intégrer dans la notation financière? Il n'y a pas une espèce de théorie du tout qui doit se rejoindre finalement? Alors, c'est certainement le point de vue d'un certain nombre d'acteurs du marché qui pensent que l'intégration veut dire ultimement la prise en compte de la matérialité financière et puis on s'arrêterait là. Mais nous, en se positionnant résolument comme agence de la double matérialité, on s'inscrit bien évidemment pas du tout dans ce discours et je pense que l'extra-financier permettra toujours d'aller plus loin
Et au-delà de la matérialité financière, je ne crois pas que tout ce qui est important pour le développement ne peut pas nécessairement se mesurer en euros. Et donc, il restera, il me semble, une forme d'analyse extra-financière, même en imaginant une analyse financière intégrée le plus possible, prenant parfaitement en compte tous les aspects extra-financiers, il restera néanmoins la double matérialité et donc la matérialité d'impact de l'entreprise sur son environnement, de choses qui n'ont pas d'impact direct financier et qui néanmoins sont importants pour les objectifs non financiers de l'entreprise et qui resteront à mon avis. Est-ce que la réglementation aujourd'hui va dans ton sens? On parle, la double matérialité est citée plusieurs fois dans la SFDR par exemple, la double matérialité sur le climat, la double matérialité sur la biodiversité. En tout cas, c'est vraiment explicité que les sociétés de gestion, enfin les institutions financières dans leur ensemble, doivent prendre en compte la double matérialité sur ces deux thématiques-là. Finalement, ça va dans ton sens? Alors, on n'a rien inventé avec la double matérialité. C'est un concept qui est justement européen, de prendre en compte cet aspect-là, et on y souscrit complètement. Et c'est pour cela qu'on se positionne de cette manière. Et la réglementation européenne, en tout cas telle qu'elle est en train d'être écrite, est tout à fait dans cette ligne-là également. Et on est très aligné avec cela. On pense que c'est important de renforcer bien évidemment la prise en compte de l'ESG dans la matérialité financière, dans la prise en compte par les marchés financiers, mais que cela ne suffit pas. Il ne faut pas oublier la double matérialité. Et donc, tu mentionnes la réglementation européenne. Est-ce que c'est pour la comparer à d'autres réglementations asiatiques ou américaines? Est-ce que tu suis un petit peu les différentes, pas forcément de très près, mais un petit peu les différentes directions que prennent les autres continents? Nous, notre focus, vraiment, c'est l'Europe. Aujourd'hui, nos clients sont quasiment tous européens, ou en tout cas sont intéressés par le marché européen. On couvre seulement des entreprises européennes, ou en tout cas des entreprises qui émettent sur les marchés européens dans toutes nos analyses. Donc notre focus principal, c'est l'Europe. Mais je sais que dans d'autres zones géographiques, l'approche peut être un petit peu différente et beaucoup plus axée. En tout cas, si compréhension de double matérialité il y a, c'est ce qui est matériel financièrement aujourd'hui et ce qui le sera matériellement demain. Ce n'est pas tout à fait la même compréhension que celle que nous pouvons en avoir. Si on revient un petit peu sur la notation, j'ai l'impression finalement qu'aujourd'hui, les notations, c'est un petit peu l'ESG d'il y a 5 ans, excuse-moi d'être un petit peu cash, où on liste finalement 100 questions et on fait une notation. Aujourd'hui, quand on s'imprègne un petit peu de la réglementation européenne ou des grandes lois, on a plus l'impression qu'on est dans un monde en transition et que finalement la question c'est est-ce que la société va réussir à transitionner et à aller dans ce nouveau monde? Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord finalement? Alors oui, moi je pense que la difficulté qu'on a dans l'intégration de l'extra-financier dans l'analyse financière, c'est que on a un domaine qui est relativement récent, qui est l'analyse extra-financière, ça a 2 décennies à peu près, donc c'est encore très jeune par rapport à l'analyse financière qui existe depuis une centaine d'années. Et donc, naturellement, l'approche qui a été utilisée jusqu'à présent par tous les acteurs qui ont voulu faire de l'intégration, c'est de faire une approche incrémentale. C'est de faire de l'incrémentalisme, c'est-à-dire je prends la manière dont j'ai toujours fait de l'analyse financière et puis je vais à partir de là essayer de voir qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce que je peux rajouter en plus dans mon analyse. Et donc ça veut dire qu'on est forcément à la marge.
à moins d'avoir vraiment un facteur énorme, un risque énorme extra-financier qu'on n'aurait pas vu avant qui va impacter la note, on est forcément un petit peu à la marge dans l'évolution. Nous, on espère, enfin en tout cas on fait de la recherche sur ce domaine-là pour se dire, est-ce qu'on peut pas se reposer la question de repartir d'une feuille blanche un petit peu dans l'analyse en se disant aujourd'hui, si on essaye d'évaluer le risque d'une entreprise, mais qu'on a maintenant à notre disposition non seulement l'ensemble des indicateurs financiers normés, comptables, l'analyse traditionnelle que l'on peut réaliser, mais également tous les nouveaux indicateurs émergents extra-financiers que l'on collecte auprès des entreprises qui petit à petit sont en train de se normer et la réglementation dont on parlait tout à l'heure fait son office aussi de normalisation là-dessus, mais qui petit à petit sont en train de se mettre en place. On a à disposition en fait une matière première beaucoup plus importante pour réaliser notre analyse. Et donc, il faut pouvoir considérer sur un pied d'égalité les facteurs financiers comme les facteurs extra-financiers dans l'analyse. Parce que bien évidemment, il y a une corrélation entre les deux. Et donc, si on a déjà capturé tout ce qu'on pouvait tirer comme information des facteurs financiers, eh bien, peut-être qu'on est en train de rater ou qu'on ne peut pas prendre en compte toute l'information qui sont dans les facteurs extra-financiers. Hein. C'est un petit peu des problèmes statistiques que j'exprime ici. Mais c'est pour ça qu'il faut se reposer la question fondamentalement de comment est-ce que je peux reconstruire une méthodologie intégrée qui soit différente pour vraiment mettre sur un pied d'égalité toutes les informations et pouvoir estimer à leur juste valeur de quelle manière est-ce que le degré de formation des salariés, la qualité de vie au travail, l'impact sur la biodiversité vont impacter ou non la santé financière de l'entreprise. Du coup, ton passé de modélisateur des risques revient aujourd'hui, je suppose. Mais est-ce que c'est possible finalement de comparer deux notations ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde une notation crédit, par exemple celle des États, elles sont AAA et finalement, il n'y a presque que les États qui sont AAA. Ensuite, si je suis Apple, je peux être peut-être AA, puis ensuite, etc. Et finalement, ça descend aussi beaucoup avec la taille des sociétés. Si moi, j'ouvre une pizzeria, jamais je vais pouvoir avoir mon AA ou mon A. Je serai forcément B ou double B si j'ai beaucoup de chance et si ma pizzeria est énorme. Donc, c'est une première question. Est-ce que finalement, on peut comparer une notation ESG d'une énorme boîte d'une toute petite ? Et puis ensuite, est-ce que la notation extra-financière aussi se compare de secteur à secteur. Par exemple, je ne sais pas, dans les pétrolières, je ne connais pas la note de Total, mais imaginons que Total soit noté 95 sur 100 au niveau extra-financier. Il y a certaines personnes, ou alors pour certains cadres de réflexion, à partir du moment où tu es un pétrolier, tu devrais, quoi qu'il arrive, avoir peut-être moins de 50% parce que tu as un très gros risque, on va dire, et tu as un impact qui est très fort sur l'environnement. Comment tu vois ça ? Comment tu peux réussir à différencier, finalement, ou à comparer des notes ESG de tailles différentes et de secteurs différents ? Ça dépend beaucoup comment on va... Alors, bien évidemment, une entreprise qui... alors on pourrait dire une entreprise qui est plus grande, elle a aussi un impact environnemental plus fort, donc potentiellement plus négatif aussi. Mais une entreprise qui est plus grande a aussi plus de diversification, une capacité à engager des programmes de transition plus importants, une capacité à communiquer sur ce qu'elle réalise aussi. Alors, chez Etifinance, comme depuis le début, depuis 2004, Etifinance a démarré en 2004, un des pionniers de l'analyse extra-financière, et dès le début, nous avons décidé de nous concentrer en priorité sur les entreprises de taille intermédiaire. Donc, d'essayer de ne pas trop avoir ce biais de taille dans l'analyse des entreprises. Il existe quand même, hein, si on fait
une corrélation des notes ESG et de la taille, elle existe, mais essayer d'avoir des indicateurs qui vont être pertinents sans être trop directement liés à la taille de l'entreprise. Et puis, dans les analyses que l'on fait sur du non-coté, on va adapter notre référentiel. Il se trouve qu'on fait de l'évaluation de start-up aussi pour certains de nos clients ou d'entreprises qui sont donc beaucoup plus petites. Et donc là, on va pouvoir avoir quelque chose qui va être pertinent. Dans notre référentiel global, néanmoins, ce que souhaitent nos clients, c'est bien une comparaison globale, où ils vont pouvoir savoir qui est la meilleure entreprise, non seulement au sein de son secteur, mais globalement. Et donc, on essaye de réconcilier le poids des différents facteurs, des différents risques, de manière à pouvoir avoir une note qui soit globalement comparable. Et c'est un petit peu ce que tu décrivais dans l'approche de la notation de crédit, c'est-à-dire que un investisseur a envie de savoir s'il investit dans une entreprise notée triple B ou dans un État noté triple B ou dans une banque notée triple B, que ce soit à peu près le même risque de crédit, même si c'est pas forcément la même dynamique d'évolution de ce risque en fonction des secteurs, mais c'est bien cette comparabilité entre les pays, entre les différents secteurs qui a une valeur pour l'investisseur. Et donc, dans l'extra-financier, on essaye aussi de pouvoir avoir cette comparabilité entre les secteurs. Même si ensuite, beaucoup de nos clients réalisent des analyses sectorielles, ils ont des opinions sur les secteurs et ils vont avoir ensuite des positions plus ou moins positives sur le secteur de l'énergie dont tu parlais tout à l'heure, par exemple. À quoi servent finalement les notations que vous faites pour vos clients ? Comment ils les utilisent, eux ? Donc je suppose qu'il y a peut-être deux réponses. Il y a les clients corporate qui vous commandent. D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que eux déjà ils vous commandent des rapports extra-financiers ou ils restent encore que sur des rapports financiers? Et ensuite, quand tu vends des notations à des acteurs financiers, est-ce que eux ils s'en servent en disant en fait je regarde la note et puis hop, automatiquement les 20% les moins bonnes finalement je les enlève de mon univers et comme ça je suis safe? Ou alors est-ce qu'ils les regardent vraiment en détail? Est-ce que tu sais ça? Alors il y a vraiment de tout, hein. Mais sur la notation, la plupart en termes de volume des notations extra-financières que l'on fait sont des notations dites non sollicitées, c'est-à-dire qu'on va évaluer tout l'univers et on va ensuite vendre ces notations aux investisseurs. Mais on a aussi des notations sollicitées pour quelques entreprises dans lesquelles, là, on va avoir une analyse beaucoup plus en profondeur avec des entretiens, donc c'est des analyses qualitatives. On va même aller leur rendre visite sur site pour avoir une opinion. Et à la fin, on sort aussi une note sur 100, mais qui est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus en profondeur que celle qu'on va faire de manière non sollicitée, systématique, et que l'entreprise va pouvoir utiliser pour s'améliorer en interne. Donc on a des clients entreprises qui vont s'améliorer de la sorte par notre notation, et on va revenir faire la notation au bout d'un an ou au bout de 2 ans pour voir les progrès qui ont été effectués. C'est une sorte d'audit de la performance ESG externe que l'on peut réaliser pour l'entreprise. Mais bon, ça, c'est une petite partie de nos notations. Pour la plupart de nos notations, elles sont utilisées par les investisseurs. Et là, on a un petit peu de tout. Certains vont avoir des approches, en effet, dans lesquelles ils vont sélectionner. On a un partenariat avec une société de gestion qui a construit un fonds d'investissement qui s'appuie
sur nos notations en sélectionnant l'univers investissable comme étant les entreprises les mieux notées. Donc c'est une manière de faire un tri parmi l'univers investissable, et puis ensuite le gérant va sélectionner les noms qui lui semblent les plus intéressants au sein de cet univers-là. D'autres peuvent utiliser nos scores ou nos sous-scores ou même nos données brutes, puisque on met également à disposition de nos clients les données brutes pour les intégrer à leur propre système de risque, à leur propre évaluation de risque, que ce soit dans une logique de matérialité financière ou dans une logique de prise en compte des dimensions ESG dans la gestion de leur portefeuille. Donc, on a différentes prises en compte de ce niveau-là, et je dirais que presque chacun de nos clients a sa propre approche, un peu sur mesure en fonction de ses propres objectifs vis-à-vis de l'ESG. Le podcast s'appelle Finance et biodiversité, donc je pense que c'est le moment un petit peu de parler de biodiversité. Tu as mentionné tout au début le fait que vous aviez un nouveau produit ou une nouvelle méthode pour analyser la biodiversité, peut-être les impacts des sociétés sur la biodiversité ou alors les dépendances des sociétés à la biodiversité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors pour nous, c'est un domaine assez récent, la biodiversité. Donc, on en est encore beaucoup à un stade de recherche. On fait beaucoup de recherches dans ce domaine avec différents partenaires. Et l'objectif premier est de pouvoir répondre à un besoin de nos clients vis-à-vis de l'article 29, de pouvoir assez rapidement évaluer l'ensemble de leur portefeuille, et donc pour cela d'avoir un estimatif sur l'ensemble des lignes de leur portefeuille. Donc ça passe nécessairement par une modélisation quantitative de l'impact de la biodiversité, et on fait cela à partir d'une approche sectorielle que l'on croise avec nos données ESG que l'on collecte chez Etifinance, de manière à pouvoir construire un score d'impact biodiversité sur chacune des lignes du portefeuille. Est-ce que ça, c'est une grande demande, entre guillemets, aujourd'hui, la biodiversité ? Enfin, est-ce que, pour toi, c'est une des grandes thématiques de demain ? Ou pas forcément, hein, je sais pas. Non, on voit, je pense, ces dernières années, l'indicateur phare, c'était la tonne équivalent carbone, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, au départ, c'était le scope 1, c'est-à-dire ce que l'entreprise émet elle-même, et puis ensuite le scope 2 et le scope 3. Et aujourd'hui encore, toutes les entreprises ne sont pas encore à même de calculer l'ensemble du scope 1, scope 2 et scope 3, et les investisseurs eux-mêmes ont besoin de faire des estimations sur leur portefeuille, et donc on continue à avoir beaucoup de demandes sur cet aspect-là. C'est le grand sujet selon toi aujourd'hui ? Alors je dirais ça a été le grand sujet, ça continue à être un sujet très important, et c'est vrai que c'est quand même un levier très important dans l'atteinte des objectifs des accords de Paris, de la limitation de la lutte contre le changement climatique, de la limitation du réchauffement de la planète. Eh bien, ça passe avant tout par une réduction de l'émission de gaz à effet de serre, et donc ça reste une priorité très importante. Mais on voit que c'est quelque chose qui arrive, qui devient plus mature, dans lequel les entreprises elles-mêmes sont capables de mieux en mieux d'estimer non seulement ce qu'elles émettent elles-mêmes, mais également tout ce qui se passe dans leur chaîne de valeur en amont et en aval. Et donc, on voit émerger d'autres sujets qui existaient depuis longtemps. Hein. Le Printemps silencieux, livre séminal sur la biodiversité, ne date pas d'hier. Mais qui viennent en complément. Et je dirais depuis à peu près 2 ans,
une montée en puissance de la biodiversité comme étant une nouvelle demande, également une nouvelle dimension à prendre en compte. Je ne sais pas si on peut qualifier de laquelle est la plus importante ou laquelle est la moins importante, mais en tout cas, ça devient une demande récurrente que l'on voit chez nos clients. Alors, pour terminer cette interview, j'ai envie de t'interroger un petit peu plus peut-être personnellement ou un petit peu plus personnellement aussi sur Etifinance. Donc vous notez des milliers d'entreprises. Est-ce que vous avez fait la notation d'Etifinance ? Est-ce que vous êtes un exemple ou pas dans votre base de données ? Et puis un petit peu, toi, comment tu vis un petit peu au quotidien toutes ces transformations ? Est-ce que c'est purement, entre guillemets, business ? Et ça serait très bien, il n'y a aucun problème de répondre à ça. Ou alors est-ce que toi-même, tu es également dans cette transition environnementale et climatique et énergétique ? Alors pour répondre à la première partie de la question, on note avant tout des sociétés cotées. Etifinance n'est pas cotée, en tout cas pas encore. Ouf, c'est bon là. Donc on ne sait pas auto-évaluer. Enfin, on a notre raison d'être, on a notre propre démarche RSE bien sûr, et on considère qu'il faut d'abord montrer l'exemple. C'est quand même le b.a.-ba avant de prêcher aux autres les bonnes pratiques. Et je vois qu'au niveau de l'énergie, c'est bon parce que les lumières s'éteignent automatiquement. On est dans des locaux dans lesquels les lumières s'éteignent automatiquement quand elles ne sont pas utilisées, dans lesquels l'aération aussi s'ajuste automatiquement en fonction du nombre de personnes qui sont dans les bureaux. Enfin, la performance énergétique de nos locaux est plutôt bonne, et ça fait partie des choix. Ça fait partie des choix importants de sélection de ces nouveaux bureaux dans lesquels on a emménagé il y a 2 mois maintenant. Mais d'un point de vue personnel, oui, moi ça fait longtemps que je suis engagé dans ces causes-là. Enfin, on va dire, j'ai commencé à être intéressé à vouloir en faire mon métier il y a une dizaine d'années. Mais avant cela, j'avais déjà je l'espère, en tout cas une conscience environnementale importante, et je considère que la manière dont nous pouvons agir aujourd'hui, c'est de permettre à nos clients de prendre des décisions éclairées et responsables. C'est ce qu'on a mis dans notre raison d'être, et c'est faire notre part dans la transition que nous devons tous vivre. En tant qu'agence de notation, c'est d'éclairer le marché, d'éclairer nos clients sur les risques qui existent pour que eux puissent ensuite agir et ainsi accélérer la transition, la transformation que nous vivons tous. Est-ce que la direction ou la création d'Etifinance, selon toi, est une façon pour toi d'avoir de l'impact ? Tu as de l'impact en dirigeant cette société ? Alors, de manière très modeste, j'espère oui qu'on a de l'impact. Quand on voit surtout dans un monde qui est de plus en plus incertain, d'un point de vue macroéconomique, en ce moment, on voit bien de grandes incertitudes, avoir une recherche de qualité, des données de qualité, des informations, finalement une analyse, des notations de qualité, c'est peut-être ce qui permet de prendre les bonnes décisions et donc d'arriver à une allocation plus optimale du capital pour accompagner la transition. Merci Élie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Jean-Benoît, c'était un plaisir. À bientôt. Merci encore une fois Élie pour ton temps et ton engagement. Je te souhaite beaucoup de succès pour réussir à noter le plus justement possible les entreprises afin que le système financier puisse prendre des décisions d'investissement éclairées. À bientôt pour une prochaine interview. Prenez soin de vous, des autres et de la nature.